quotidienne, le petit déjeuner, et comme d'habitude, certains vont nous rejoindre, certains inscrits des branches Auguste, certains inscrits vont nous rejoindre, et donc nous poursuivons notre cycle de petit déjeuner, qui nous rappelle à court terme comment réussir la écologique et énergétique. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Valérie Chancigou. Merci de votre venue. Merci pour votre invitation. Je vais vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes une historienne tout à fait reconnue des sciences de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère de Paris 7. Vous avez un doctorat en philosophie sur les sciences de l'environnement. Un doctorat en environnement. En environnement tout court. Vous avez écrit beaucoup d'articles. Vous avez reçu en 2014 le prix Léon de Rosen de l'Académie française pour votre ouvrage L'homme et la nature et l'histoire mouvementée. Et votre dernier livre paru en 2018, qui évidemment, c'est pour ça qu'on a souhaité à la Fabrique écologique vous inviter, parce que ça nous semblait particulièrement intéressant et important dans l'actualité d'aujourd'hui, qui s'intitule « Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social ». Vous n'avez pas amené quelques exemplaires, si? J'en ai apporté. Plusieurs, en tout cas qui est encore disponible en librairie, bien entendu, et qui raconte l'histoire des mouvements en faveur de la nature depuis le XVIIIe siècle. Alors pourquoi ça nous a particulièrement intéressés? Vous voyez bien le contexte. Je pense qu'on peut dire, j'en parlais l'autre jour dans un colloque, je pense qu'on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes est le premier mouvement, mais peut-être que vous me démentirez, en tout cas, c'est mon point de vue, le premier mouvement social à déclenchement écologique. Il y a eu beaucoup de mouvements écologiques, vous allez évidemment nous en parler, sur des sujets directement écologiques d'une manière ou d'une autre. Mais là, nous avons clairement un mouvement social dont le déclenchement est, à tort ou à raison, le sentiment qu'une mesure écologique ne pouvait pas être acceptée, ou était injuste, ou n'était pas acceptée. Et donc, je pense que c'est un élément, de même que la caractéristique d'ailleurs de ce mouvement, pour moi, c'est un mouvement du XXIe siècle. Et il faut tirer toutes les conséquences des caractéristiques nouvelles de ce type de mouvement, qui, je pense, va se développer à l'avenir. Mais ce qui sera évidemment utile, et peut-être vous allez me démentir dans tout ce que je dis, mais ce qui sera utile, c'est que vous puissiez nous replacer évidemment tout ça dans le contexte historique que vous avez longuement analysé, et ce sera particulièrement intéressant. Donc, merci beaucoup de votre venue. Je remercie aussi le café Imago, et je ne sais pas s'ils sont là, mais vous leur direz que je les ai remerciés. Merci beaucoup du café Imago de nous accueillir une fois de plus, et vraiment on s'y sent bien ici, et donc merci beaucoup de votre accueil, et merci encore de votre accueil. Je tenais à vous remercier publiquement une fois de plus. Voilà, et on peut applaudir en hôtel, merci. C'est pour vous. C'est pour vous. Et le petit déjeuner va se passer comme d'habitude de la façon suivante. Je vous passe la parole pour le temps qu'il vous faudra, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Ensuite, débat, ensuite la question qui fâche. Ensuite, le débat avec la salle, et nous terminerons à 10h pile, comme d'habitude aussi, avec les 3 vœux, je vous le rappelle, que nous vous sollicitons pour 3 vœux. Vœux aux citoyens, vœux au président de la République et vœux au secrétaire général de l'ONU. Je vous rappelle aussi une dernière. À ce stade, non, la tradition c'est ces 3 vœux. Si vous voulez rajouter un vœu pour le futur président de la Commission européenne, on vous entendra avec grand plaisir. Je vous rappelle une dernière chose, c'est que, et je salue d'ailleurs les internautes, que ce petit déjeuner est enregistré et qu'il n'est pas diffusé en direct, mais qu'il sera diffusé dans la journée, demain, sur notre site. Et c'est généralement, le podcast est généralement tout à fait écouté, regardé, et donc je salue évidemment tous ceux qui regarderont a posteriori ce petit déjeuner. Voilà, merci beaucoup et je vous passe la parole. Oui, merci pour votre invitation. Je préfère vous prévenir tout de suite que j'ai une bronchite carabinée
Donc il ne serait pas tout à fait impossible que je perde ma voix en cours de cet exercice. Donc j'espère qu'elle va durer assez longtemps. Quelques mots peut-être pour me présenter. Je me présente comme historienne des sciences et de l'environnement. Ma matière, c'est vraiment le temps, on va dire, mais pas simplement que le temps, mais aussi la façon que les êtres humains, puisque c'est mon sujet d'étude, a construit une relation avec ce qu'on appelle de façon simple la nature. Et cette relation entre l'homme et la nature, je l'étudie essentiellement entre le XVIIIe siècle à nos jours, avec quelques incursions qui me paraissent absolument essentielles, à partir de la préhistoire, parce que toute une série de phénomènes s'inscrivent sur le temps, et étonnamment sur le temps très long. Il est difficile de parler de ce qui se passe aujourd'hui sans mettre en perspective la dynamique qu'il y a, mais pas simplement une dynamique que l'on a héritée, je dirais, des Trente Glorieuses ou de l'industrialisation. Il faut remonter parfois encore plus loin pour comprendre certains phénomènes. Pour expliquer cela, je donne souvent quelques chiffres. Il faut savoir que l'espèce humaine, dès son expansion sur la planète, a entraîné une vague d'extinction absolument massive d'espèces dont, en général, on ne mesure pas, on n'est pas informé de ces thématiques-là, de l'ampleur. Il faut savoir que lorsque l'être humain arrive en Amérique du Sud, il y a 12 000 ans, il entraîne l'extinction de 70 genres d'animaux de plus de 40 kg. Lorsqu'il arrive à Madagascar, c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kg qui disparaissent. Et sur les disparitions d'oiseaux à l'époque historique sont beaucoup plus nombreuses que celles que l'on a notées depuis 1492 et l'expansion européenne à l'échelle de la planète. Ça ne veut pas dire que les phénomènes sont identiques, mais ça veut dire que ce type de phénomènes ne peuvent pas être compris si on n'inscrit pas dans un temps effectivement qui est long. Par exemple, dans mon dernier livre, Les combats pour la nature, j'étais confronté à une question qui était compliquée, c'est qu'est-ce qu'un combat pour la nature ? Qu'est-ce qui peut permettre de définir une mobilisation sociale, puisque le terme de combat renvoie à une mobilisation sociale, en faveur de la nature, qui nécessite aussi une définition. D'ailleurs, je propose à la fin de ce livre la définition d'un certain nombre de termes qui me paraissent évidents, comme le terme d'environnement, le terme nature, voire le terme animal, parce que ces mots, par exemple, présentent des significations extrêmement diverses, extrêmement contradictoires, et il peut être intéressant de revenir sur ces mots pour comprendre leur ambivalence, je vais en donner un exemple, pour éviter des utilisations anachroniques ou incohérentes. Si on prend par exemple le terme de nature, il est clair que dans ses usages en français depuis la Renaissance, il recouvre d'abord la définition de ce qui n'est pas spirituel. Le monde matériel, c'est-à-dire le monde qui n'est pas spirituel, c'est la nature. En gros, la nature, c'est tout ce qui est, encore une fois, de l'ordre du matériel, et ce qui sera en fait étudié par les sciences qui émergent à la Renaissance, que ce soit l'histoire naturelle, mais également la physique, la chimie, l'astronomie et d'autres choses. Tout ce qui relève, encore une fois, de la sphère qui n'est pas la sphère spirituelle. Et bien évidemment, dans cette définition-là, l'être humain en fait partie. Il n'y a pas de différence faite entre les différents éléments de ce monde matériel. On va utiliser l'expression, de façon tout à fait fréquente d'ailleurs, l'expression de mère nature. L'être humain, y compris dans la pensée occidentale, vient de la nature. La nature et l'être humain ont la même origine, c'est Dieu pour les religions chrétiennes, il n'y a pas de différence entre les deux. À partir du XVIIe et surtout du XVIIIe, le mot nature se dote d'une autre signification qui est relativement antagoniste, c'est l'opposition entre nature et culture. Et dès lors, il y a les deux usages qui se maintiennent. Lorsqu'un auteur parle de nature, il est très difficile de savoir instantanément, s'il parle de la nature, monde matériel, ou de la nature, de ce qui n'est pas touché, provoqué, suscité par l'être humain.
Donc il faut faire attention dans ces grilles d'analyse pour ne pas amalgamer des façons de penser qui sont de fait différentes à cause des définitions fondamentales que les auteurs utilisent. Donc, dans les combats pour la nature, j'ai choisi de partir du XVIIIe siècle pour un ensemble de raisons, non pas parce qu'il n'y avait pas de combat en faveur de quelque chose qui relève de la nature et de l'environnement avant, la défense des ressources, par exemple, halieutiques, notamment dans les cours d'eau, les ressources forestières font l'objet de préservation depuis très longtemps. Depuis très longtemps, par exemple, on a l'idée de préserver du gibier afin de pouvoir le chasser plus tard. Simplement, ce qui se passe au XVIIIe, c'est la conjonction de l'évolution des connaissances scientifiques qui permettent une évaluation globale de la situation de la planète. On a effectivement les premiers inventaires qui permettent de mesurer et de comprendre, de prouver la disparition des espèces, ce qui n'était pas le cas avant, et également un contexte politique de l'évolution en fait de la façon de concevoir une société et son organisation qui permettent l'émergence de combats en faveur de droits qui vont être accordés par cette société. C'est vraiment une évolution profonde marquée par des lumières. Aussi, il ne m'a pas paru totalement arbitraire de déterminer le début de ce livre à cette fin du XVIIIe, sans savoir bien sûr une date précise parce que ça n'a pas de sens, et de voir un petit peu comment, à partir de cette date, dans cette multiplicité et ce caractère complètement multiforme de tous les combats en faveur de la nature, on pouvait dégager des grandes idées. Il était clair qu'il n'était pas possible de faire l'inventaire de ces mouvements, de ces combats. Parce qu'à partir de combien, je dirais, de personnes, combien de membres, un combat mérite d'être décrit. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 personnes, 10, 100, 100 000? À partir de quand une mobilisation a une signification? Ce qui veut dire que c'est vraiment extrêmement, c'est pratiquement insaisissable à cause de ce caractère, encore une fois, multiforme. Je me suis donc attaqué plutôt à des caractéristiques qui me semblaient être importantes pour décrire ces mobilisations. Et par exemple, l'une des premières questions que je mets sur la table, c'est celle qui est posée par Malthus, ne serait-ce que parce que Malthus est d'une part quelqu'un que je vois encore cité abondamment et de façon positive par des militants de la cause environnementale, et moi ça me posait problème quand j'ai rencontré ça, de voir des gens, je ne vais pas citer de nom, dire que Malthus en fait avait posé quasiment les bases de la question écologique. Moi ça m'interpellait quand même un minimum. Et deuxièmement, objectivement, dans l'histoire de la pensée, Malthus, la controverse qu'il a suscitée, délibérément, ce qui est intéressant, c'est que Malthus a créé vraiment la polémique, le débat, le plus long, le plus vif, le plus important, d'une façon quasiment quantitative de la pensée occidentale. Aucune autre question n'aura suscité autant de textes et de réactions. Donc en fait, Malthus paraissait absolument évident. Malthus, qui c'est un économiste qui, à la fin, enfin on peut le qualifier d'économiste, qui, à la fin du XVIIIe, au moment des Lumières, découvre deux auteurs, plus quelques autres, mais deux auteurs principaux, à savoir le français Condorcet, que je ne vais pas présenter, et l'anglais William Godwin, qui est l'un des grands penseurs des Lumières britanniques, défenseur de la Révolution française, assez méconnu des Français, mais c'est vraiment un penseur assez important, quoique un peu nébuleux, ça c'est un autre problème. Et ces deux penseurs écrivent des textes en faveur d'un projet de société égalitaire. Et ça, Malthus n'en veut absolument pas. C'est extrêmement clair en lisant l'introduction de son premier livre, qui paraît au moment de la Révolution française. Il est absolument contre ce projet de société égalitaire et il va chercher des arguments pour démontrer l'insanité de ce projet qu'il est, de toute façon, qu'il estime être
impossible à s'établir. Et on va voir que cette question-là rejoint en fait l'une des questions, je pense, absolument fondamentales posées par les Gilets jaunes. Ce qu'il va élaborer, c'est un raisonnement en fait assez simple. Il le dit, encore une fois, littéralement, je ne trahis pas ses propos, je le cite simplement en utilisant d'autres mots, je suis très proche du texte original. Il dit que si les êtres humains arrêtaient de mourir dans les manufactures, dans les guerres, pour 36 000 raisons, que feraient ces êtres humains? Ils se reproduiraient comme des lapins. C'est vraiment l'idée que la reproduction humaine serait sans limite s'il n'y avait pas cette contrainte apportée par cette réduction des effectifs. Et que s'ils se reproduisent sans limite, encore une fois, ils ne pensent pas un seul instant que les êtres humains pourraient en faire autrement. Forcément, les ressources ne pouvant croître aussi vite que la reproduction humaine, il y aurait à un moment une disjonction entre population humaine et ressources alimentaires et qui aboutirait à l'effondrement de la société. En cela, il est clairement en anti-lumière, il est contre l'idée du progrès, que ce soit le progrès des sciences, le progrès de la régulation sociale. C'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit contre l'héritage des Lumières et le principe d'émancipation. Et il estime qu'il ne faut pas contrecarrer le projet de la nature lorsque la nature, c'est une expression qu'il va utiliser dans une célèbre, un célèbre passage de l'édition de 1803 de son livre, que les pauvres qui n'ont pas de ressources personnelles doivent être éliminés du banquet de la nature. Il ne faut pas s'opposer au dessein de la nature qui de toute façon fera bon ménage. Les pauvres mourront de faim, il faut les laisser mourir de faim. Et dans la vraie vie, comme on dit aujourd'hui, Malthus va s'attacher à mettre ses idées en pratique. C'est-à-dire qu'il va être un opposant toute sa vie des mesures en faveur des pauvres, les pour l'autre. Il va être un actif défenseur d'une gestion différente des pauvres qui va aboutir à la création et à la généralisation des maisons de travail dans les années 1830-1840 qui vont... c'est des lieux d'internement pour les pauvres. Ils ne peuvent pas sortir de ces lieux d'internement. C'est des hospices qui ressemblent à des prisons. Les familles sont éclatées. Les hommes et les femmes sont séparés. Les enfants sont retirés des mères dès 5 ans. Le taux de mortalité dans ces maisons de travail ou de travail est obligatoire, mais payé à un cours inférieur à ce qui existe à l'extérieur des murs pour ne pas donner envie aux pauvres de venir vivre dans ces maisons de travail. Et le taux de mortalité est supérieur à tout ce qu'on peut connaître au Royaume-Uni, soit par maladie, à cause des conditions de vie, soit par suicide, tout simplement. Je connais même un historien britannique qui parle d'organisations quasiment génocidaires à l'égard des pauvres, tellement c'est des lieux concentrationnels. Il faut voir que Malthus est la première utilisation, à mon sens, au niveau moderne en tout cas, d'une donnée environnementale pour justifier un projet politique et pour justifier également, en fait, c'est la base de son raisonnement, d'une vision catastrophique. Pour lui, il n'y a pas de doute, si on empêche l'inégalité de s'exercer, ça va produire en fait une prolifération des pauvres qui, avec eux, par nature, vont déstabiliser la société parce que ce sont de mauvais éléments, ils vont contaminer quasiment la société et empêcher en fait la stabilité sociale. Il y a vraiment cette vision-là, donc on retrouve deux éléments qu'on va retrouver dans tous les discours environnementaux, c'est cette dimension d'utiliser une donnée environnementale pour justifier un programme politique, et deuxièmement, comment dire, ça c'est l'effet de la bronchite, j'ai perdu ma deuxième idée, c'est pas très grave. Je vais continuer. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment,
il va susciter des réactions absolument démesurées. William Godwin va consacrer un ouvrage entier à réfuter soigneusement les thèses de Malthus. Il va dire de toute façon les arguments factuels, parce que Malthus se base sur énormément d'arguments factuels, sont faux. Il démontre en quoi ils sont pour l'essentiel faux. Et Godwin a raison, quand on reprend les arguments de Malthus, ils sont soit biaisés, soit mal pensés, etc. Il y a vraiment une erreur. Et surtout, Godwin apporte 3 éléments de réponse qui sont assez fondamentaux. C'est de dire que le progrès permettra d'augmenter les ressources alimentaires de façon considérable. Objectivement, il a eu raison. La quantité de personnes qui pouvaient vivre sur un hectare en 1789 et aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Deuxièmement, il y a l'éducation. Pour lui, ce n'est pas vrai si les pauvres arrêtaient de mourir, mais si on leur donnait l'éducation suffisante, ce n'est pas vrai qu'ils se conduiraient comme ça, il n'y aurait pas cette reproduction folle. Et effectivement, les faits lui donnent raison, parce qu'on sait bien que c'est l'éducation, notamment des femmes, qui conditionne le plus, en fait, la reproduction, le taux de reproduction, le taux de natalité. Et troisièmement, il apporte un argument qui me paraît extrêmement intéressant et extrêmement pertinent justement dans cette dimension d'écologie politique, même si cette expression est un anachronisme appliqué à ce débat-là, à cette époque-là, c'est de dire que, en fait, peu importe les ressources dont on dispose, la question clé, c'est le type de société que l'on fait. Et quelque part, comme on nous dit, mais une société qui serait inégalitaire, mais durable dans le temps, n'aurait aucune qualité, il ne faudrait pas la maintenir, elle n'est pas acceptable pour autant. Et ce qui est fascinant avec ce débat, c'est qu'on retrouve là tous les éléments, quasiment tous les éléments que l'on trouve dans les débats environnementaux aujourd'hui. Et qui montre également aussi autre chose que je cherche à démontrer dans ce livre, c'est qu'effectivement, au fil du temps, la référence à la nature, à son respect, à son intégration dans la nature, l'idée de loi de la nature qui s'applique à l'homme, c'est une expression qu'utilise Malthus dès le début. Il dit qu'il y a des lois qui s'appliquent aux végétaux, aux animaux et aux hommes, c'est la même. Ce sont les mêmes lois. Il faut répondre à ces lois, il faut obéir à ces lois. Ces idées-là, on va les retrouver en fait durant toutes les décennies, les siècles qui vont suivre, dès lors qu'il est question de nature et de respect de la nature. Je ne parle pas de protection de la nature, c'est encore autre chose, mais de respect de la nature. Ce qui est intéressant, c'est, je vais vous donner un autre exemple historique que je développe dans mon livre. Vous savez qu'en 1867, Ernst Haeckel invente le terme d'écologie. Le terme d'écologie qu'on utilise aujourd'hui, c'est la seule discipline scientifique qui a donné son nom à un courant politique extrêmement étonnant. Ce n'est pas du tout le projet d'Haeckel à l'origine, quoique Haeckel en fait est un darwinien et il estime qu'on ne peut plus faire de l'histoire naturelle comme on faisait à cause du darwinisme. L'écologie qu'il fonde, c'est pas l'étude de l'interrelation d'un organisme avec son environnement, c'est ce qu'on explique dans la plupart des livres dédiés à l'histoire de l'écologie, c'est faux, il faut reprendre les textes d'Haeckel. Haeckel dit c'est l'étude de l'interrelation d'un organisme avec son environnement dans une perspective darwinienne. Il faut bien comprendre que l'adaptation d'un organisme à son environnement dans une perspective créationniste, c'est la sagesse divine qui se manifeste. S'il est adapté, c'est parce qu'il a toujours été comme ça, il a été pensé comme ça. Dans un point de vue évolutif, il y a d'autres choses qui se font, il y a d'autres mécanismes, il y a l'adaptation, il y a la sélection naturelle que développe Darwin. Et qu'effectivement, la nature de l'explication est totalement différente. Ce n'est pas une sorte de but fait par une intelligence supérieure divine qui explique l'ordre de la nature. L'ordre de la nature se construit historiquement. Et le darwinisme fait effectivement de l'histoire naturelle véritablement une histoire. C'est en fait, on ne peut pas comprendre
ni en zoologie, ni en botanique, mais en quoi que ce soit, des caractéristiques d'un organisme quelconque, sans en comprendre son histoire évolutive. Et effectivement, c'est un bouleversement majeur, et l'écologie cherche à comprendre ce mécanisme darwinien au sein de l'histoire de l'homme. C'est vraiment le but de l'écologie. Sauf que Haeckel ne fait pas que ça dans ses textes. Parfois, quelques pages après la définition qu'il donne de l'écologie, il explique qu'il faut, en fait, c'est un darwinien social en quelque sorte, il explique qu'il faut en fait que la société, il reprend l'argument de Malthus, respecte les lois de la nature. Lorsqu'il y a un dominant et dominé, ben, c'est les lois de la nature qui s'expriment. Ce n'est pas des facteurs sociaux qui captent par exemple les richesses pour les attribuer à un petit nombre par la force, non, non. C'est l'expression de la nature, il faut en respecter. Et il va écrire des pages d'un racisme absolument phénoménal dans à peu près tous ses livres. Il va mourir quelques temps après la Première Guerre mondiale, donc il n'aura pas le loisir d'adhérer au parti nazi, mais évidemment il aurait adhéré au parti nazi, parce que toutes ces thèses antisémites contre les villes, contre le progrès social, se retrouvent chez les nazis. Et on pourrait dire, parce que ça a été fait par certains, qu'il y a un lien entre le darwinisme et le nazisme, voire avec cette idée d'écologie. Sauf qu'à la même époque, il y a d'autres darwiniens qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Je pense notamment à Élisée Reclus et Pierre Kropotkin. Les deux ont une caractéristique, c'est ce sont des géographes, l'un français et l'autre russe, et ils sont tous les deux anarchistes. Ils se disent darwiniens, clairement, ils sont darwiniens, mais pour eux, et de façon d'ailleurs extrêmement prudente, ils estiment que le progrès social est une dimension de l'évolution. C'est l'évolution cherche à aboutir, l'une des façons d'évoluer, de s'adapter, c'est de produire de l'égalité sociale. Pour les deux, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de la nature. Mais ce qui est très intéressant avec Reclus et Kropotkin, et qui diffère de beaucoup de discours un peu similaires que l'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas pour autant dans une sorte de néopaganisme. Ils sont critiques. Reclus a de très belles pages dans un livre que je recommande qui s'appelle L'évolution de la révolution et l'idée à l'anarchie. Le titre fait peur, je sais, mais c'est l'une des meilleures portes d'entrée à la pensée de Reclus. Il a de très très belles pages sur l'idée que le progrès n'aboutit pas forcément à plus de justice sociale. De même que l'évolution n'aboutit pas nécessairement à plus d'égalité. Il a cette notion critique. Il pense qu'effectivement il faut s'inscrire dans la nature sans pour autant avoir une foi béate sur le rôle de la nature. Et ces deux exemples montrent une thèse que je développe dans les combats pour la nature, c'est que la référence à la nature, c'est comme une panoplie verte que n'importe qui peut revêtir en fonction de sa perception du monde. Et en fait, si actuellement, par exemple, vous savez que l'extrême droite fait un greenwashing absolument fabuleux, sauf que l'extrême droite c'est pas abusif, ce qu'ils disent. Ils ont une certaine vision qui est compatible avec un certain nombre d'éléments qu'on entend déjà depuis des décennies, tenus par rapport à ça. Le libre-échange est une mauvaise chose, les frontières, c'est une bonne chose, et effectivement, il y a quelque chose de compatible, sans abus énorme et manifeste, entre cette pensée d'extrême droite et quelque chose qui serait, j'emploie délibérément inconditionnel, quelque chose comme le respect de la planète, avec des gros guillemets, l'écologie ou d'autres choses comme ça. Mais que, en fait, l'analyse, c'est pas le respect de la nature, c'est pas ce que l'on met dans la nature qu'on cherche à respecter, c'est bien le progrès social. Et je vais venir à votre introduction autour des Gilets jaunes. Moi, je vois les Gilets jaunes comme un élément que je trouve absolument génial, dans le sens où, de façon plus facile qu'avant, en France, on peut reparler de classe sociale. Pour la première fois, effectivement, l'idée qu'il y a des classes sociales qui sont soumises à des pressions différentes, à un vécu différent,
se retrouvent bien plus légitimés. Et il ne faudrait pas perdre de vue cette dimension-là. Lorsque le mouvement des Gilets jaunes a été initié, c'est qu'un certain nombre, par non négligeable des citoyens, ont perçu que l'augmentation des taxes sur le gasoil était inégalitaire. Sauf que de fait, elles sont inégalitaires. De fait, les personnes les plus pauvres, notamment qui vivent dans certains territoires, parce que ce n'est pas qu'une question d'économie, de pauvreté, c'est aussi une question de géographie, d'espace, se trouvent être plus pénalisés que d'autres. Il est plus facile de payer son carburant plus cher quand on a un revenu à 3 ou 4 000 euros que quand on gagne le SMIC, ou voire un demi-SMIC quand on a un travail en alternance. Il faut bien comprendre ça. L'espace, en fait, est inégalitaire. Le carburant est une façon de gérer cet espace inégalitaire. Et que taxer le carburant était, encore une fois, de fait, il ne fallait pas avoir fait une thèse sur le sujet pour savoir, avant même d'avoir adopté cette mesure, était une mesure à finalité inégalitaire. Les Gilets jaunes ont réagi là-dessus. Sauf que, moi, tous les échanges que je peux avoir avec les Gilets jaunes aujourd'hui, moi, je rencontre très peu de gens qui ne sont pas sensibles aux questions d'environnement. C'est pas ça qui pose problème. C'est la question de la justice sociale accolée à la question de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette taxe montre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, comment des mesures environnementales peuvent en fait, et là on pense forcément à Mathus, ces mesures environnementales peuvent très bien cacher quelque part un projet qui n'est pas qu'un projet égalitaire. Et que si on n'a pas constamment à l'idée, en tête, les dimensions pratiques de ce que l'on fait, on peut cacher effectivement énormément de choses qui sont évidemment peu sympathiques. Et vraiment, ça c'est peut-être la question la plus essentielle, c'est de déterminer précisément le projet politique pour lequel on se bat. Pas simplement des formules extrêmement générales, mais vers quoi on se bat. Je vous donnerai juste un dernier exemple. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois par exemple l'appel qu'il y a eu après la dimension du lot de la part d'un certain nombre de personnalités à œuvrer contre le dérèglement climatique. Cet appel est d'ailleurs assez intéressant quand on l'analyse en détail, parce qu'on se rend compte que dit littéralement que la question environnementale prime les autres. Mais prime pour qui ? Quand effectivement on est confronté à une fin du moins impossible, que chaque semaine qui passe, c'est une sorte de combat éprouvant. Quand on sait par exemple que l'espérance de vie est directement corrélée à son niveau de revenu, que pour un homme, gagner 500 euros par mois ou 4 000 euros par mois se traduit par 13 années d'espérance de vie différente. Pour une femme, c'est 9 ans de moins. Quand on regarde, par exemple, entre les ouvriers qualifiés, les cadres supérieurs d'exposition aux polluants ou à différentes formes d'atteinte environnementale qui diminuent l'espérance de vie, les chiffres sont totalement différents. Il y a effectivement cette dimension-là dans les questions d'environnement. On ne peut pas simplement dire on va préserver le climat parce que les autres questions sont anecdotiques, c'est pas vrai. Préserver le climat pour qui ? Préserver les inégalités, préserver les 13 ans d'écart qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres en termes d'espérance de vie. Le fait que, par exemple, les ouvriers se tuent 4 à 5 fois plus en voiture que les cadres supérieurs. Et ça ne s'explique pas par le nombre de cadres supérieurs ou le nombre de kilomètres parcourus, non, ça s'explique simplement par le niveau de fortune. Il faut comprendre qu'on est dans une société inégalitaire qui produit des effets. Passer outre et dire simplement il y a une question qui concerne tous et de façon uniforme tous les citoyens, que chacun a à faire sa part, c'est cacher
que la part de chacun n'est pas égalitaire aussi. Il y a une phrase de Murray Bookchin que j'aime beaucoup. Dans les années 80, il a fait remarquer qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la responsabilité environnementale d'un gamin noir de Harlem avec le PDG d'Exxon. Et on en est encore là, on est dans cette situation-là. Les choses sont différentes parce qu'on est dans une société inégalitaire. Voilà. Merci beaucoup, je crois que c'était tout à fait une introduction tout à fait passionnante. Moi j'ai une première question, qui est la question qui fâche, et qui est finalement, est-ce que dans votre diagnostic, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un peu la première fois que une question environnementale est posée, qu'à cette occasion, la question des inégalités est posée aussi fortement. Or, je partage tout à fait votre point de vue sur l'idée que la plupart des mesures environnementales ont des conséquences inégalitaires et donc ce sujet mériterait d'être posé. Et je vais donner un exemple, alors qu'il ne l'est pas et qu'il ne l'était pas jusqu'à présent, en tout cas dans le mouvement social. Je donne un deuxième exemple, qui certes est moins spectaculaire, mais qui existe de toute façon. Quand on parle de taxes sur le kérosène, et l'étude de la Commission européenne a montré que ça avait un effet, mais sur les gaz à effet de serre, mais pourquoi ça a un effet? Parce qu'avec une taxe de ce type-là, on majore le prix des billets d'avion, et donc on écarte de la possibilité de prendre l'avion une catégorie sociale qui est à la limite de pouvoir prendre l'avion si le tarif reste ce qu'il est par rapport au tarif qui serait évidemment majoré avec une taxe. Et là aussi se pose implicitement, même si c'est de manière un peu plus distante, un peu plus, mais ça se pose le problème de l'inégalité. Et on pourrait prendre comme ça la plupart des mesures à partir du moment où la logique, que je soutiens évidemment, est de donner un prix à la ressource, qui est rare, donner un prix à la pollution et donc à l'activité. À partir de ce moment-là, vous avez une mesure qui, évidemment, pèse davantage sur les bas revenus que sur les hauts revenus. Alors, dans ces cas-là, la tentation pourrait être de dire on ne fait rien. On ne fait pas grand-chose, puisque à chaque fois, nous allons tomber sur ce sujet. Alors, dans votre diagnostic, est-ce que vous partagez cette idée? C'est un peu la première fois que ce sujet pose, ces questions sont posées de façon aussi forte. Et à partir de votre diagnostic, quelle est la méthode pour arriver à avancer sur ces sujets? Je vais répondre d'abord à la seconde partie parce que faut pas se leurrer, ça fait quand même 2 siècles et demi qu'on essaye une partie de la population essaye d'établir une société plus égalitaire et on a un peu du mal à y arriver. Donc c'est pas là en 2 minutes que je vais pouvoir vous fournir un programme en 12 points et 3 pages permettant de faire. Voilà. Mais en fait, tout le problème, c'est la taxation. Je dirais que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans quel cadre elle se place. C'est-à-dire si on fait une taxe mais qu'il n'y a pas de stratégie redistributive de l'argent obtenu par cette taxe, alors il y a un problème qui se pose. Encore une fois, mais ce qui me paraît évident dans tout ce que je peux voir circuler sur les gilets jaunes et les entretiens que je peux avoir, les contacts, même s'ils ne sont pas systématiques, donc je vais parler plutôt des études que j'ai pu voir, c'est pas le principe de la taxe, c'est le principe de l'inégalité de la taxe. C'est le principe de la redistribution. Et il y aurait accolé une autre dimension qui serait absolument essentielle et qui est encore plus complexe à appréhender, qui est la perception, le symbolisme qu'il peut y avoir des impôts, de la solidarité. Et ça, je pense que c'est des choses qui devraient être mises aussi beaucoup plus en avant.
on est face à un problème très clair, non pas de disparition de la solidarité, mais de redéfinition de la solidarité par rapport à des cercles étroits. La montée du populisme de droite ne dit pas autre chose. Ce ne sont pas des mouvements qui sont contre la solidarité, mais des gens, d'un petit groupe de gens entre eux qui se ressemblent. Et ce n'est pas du tout une solidarité c'est une solidarité qui se ferme sur des espaces de plus en plus, des périmètres de plus en plus restreints. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, puisque c'est sans doute là que réside la différence entre droite et gauche, c'est vraiment le périmètre de la solidarité entre la droite et la gauche. C'est pour ça que je suis assez opposé à dire qu'on a dépassé le clivage droite-gauche, parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris en quoi le clivage existait avant. C'est vraiment une lecture extrêmement superficielle des choses. Mais cette question de périmètre des solidarités et de l'adhésion à ces questions de solidarité est absolument essentielle. Pour essayer d'approcher votre question, bien sûr, c'est des mesures qui peuvent être nécessaires, qui peuvent peut-être être efficaces, mais encore une fois, à condition de savoir quel type de société cela sert, quelle redistribution il y a, quelle solidarité il peut y avoir. Objectivement, on se rend bien compte, si on prend par exemple les États-Unis, que les fruits de la croissance sur les 30 dernières années n'a bénéficié qu'aux 10% de la population la plus riche. C'est exactement la même situation. C'est pas croissance ou pas croissance, c'est une croissance qui fournit, qui construit quel type de solidarité. C'est comment ça se fait. Et tant qu'on n'aborde pas, encore une fois, la finalité de la société, aucune mesure n'aura de sens. Et je pense même qu'aucune mesure ne sera vraiment, comment dire, ne pourra être perçue dans ses dimensions symboliques. Ne pourra pas être, on ne pourra pas faire adhérer les gens s'il n'y a pas un projet derrière, un projet positif. Et si je peux juste rajouter une petite chose, je pense qu'il faut avoir une vision critique du catastrophisme environnemental qui caractérise tout ce qu'on dit sur l'environnement au moins depuis 1948. Parce que faire un projet de société pour éviter la fin du monde en faisant une liste de courses négatives, vous savez, de ce qu'on ne va plus pouvoir faire. On ne va plus pouvoir prendre de bain, on ne va plus pouvoir prendre l'avion, on ne va plus pouvoir prendre... C'est la liste des courses de tout ce qu'on n'aura plus le droit de faire. Je doute que ça puisse mobiliser l'imaginaire. En quoi l'imaginaire peut s'exprimer là-dedans? En quoi on peut sauver sa peau? Ce n'est pas un projet d'avenir. Il faut trouver les moyens. Je n'ai pas forcément la réponse, la martingale pour ça. Je ne peux pas vous dire, il suffit de... je pense que c'est compliqué. Mais encore une fois, ce qu'il faut interroger, c'est pas mesure par mesure, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert d'un point de vue fondamental. On peut, à la fabrique écologique, être d'accord avec tout ce que vous venez de dire, et merci de l'avoir dit, parce que tout notre travail depuis qu'on s'est créé il y a 5 ans, c'est bien dans cette démarche de vouloir montrer qu'on veut faire du positif. Et sans aller, puisqu'on est une fondation transpartielle, sans aller sur la définition d'un projet, ce n'est pas notre fonction. Mais par contre, dans cette idée que, en effet, cette liste de courses négatives est quelque chose qui est très paralysant en réalité, et qui est très peu porteur, nous, on partage tout à fait cet avis, et c'est pour ça qu'en effet, on essaie de travailler sur des choses tout à fait positives. Donc merci d'avoir dit tout ça. En tout cas, beaucoup de gens à la fabrique écologique seraient, je pense, d'accord avec ça. Alors, je passe la parole évidemment à la salle, en commençant par Alain, avec un bout. Merci. Alors, merci pour cet exposé passionnant. Je suis un peu frustré quand même parce que j'espérais davantage de choses sur le thème émergent de la nature. Or, on voit qu'on traite de développement durable dans lequel la nature est évidemment intimement liée. Peut-être qu'il faudra quand même un jour qu'on s'attarde sur la nature.
la disparition des espèces, etc., qu'elle ait fait sur la société. Autre chose, on a opposé d'une certaine manière, à travers l'affaire des Gilets jaunes, la question écologique et la question sociale, en soulignant que pour la première fois, il y avait par cet événement une émergence d'une question sociale. Moi, j'étais en 92 au sommet de la Terre à Rio. Je rappelle qu'il y avait 3 piliers. Il y avait le climat, il y avait la biodiversité et il y avait la misère. J'ai été dans tous les sommets de la Terre, avec des rabats, tout machin, sur la biodiversité. Toujours la misère a été prise en compte dans les priorités des réflexions. Et on disait que le déclin du vivant conduisait à la misère des hommes. Donc, je rappelle également que quand Nicolas Hulot a créé son ministère, la transition écologique, il a éprouvé le besoin de rajouter et solidaire. J'en parlais avec lui, je lui disais alors tu n'as pas été solidaire puisqu'on a vu juste après ton départ les Gilets jaunes. Il dit non, la démarche n'a pas été entendue. De même qu'elle n'a pas été entendue à Rio, de même qu'elle n'a pas été entendue à toutes les COP. Mais elle est clamée, criée, affichée en permanence. Donc on découvre pas un truc, c'est un phénomène de réaction. C'est ce que je voulais souligner. Et enfin, effectivement, il faut être positif. Simplement, moi je suis très agacé par les formules de façon Ségolène Royal, l'écologie punitive. Et non, attends, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux. Et puis on répond également à une question assez simple qu'on nous pose quotidiennement. Moi, à mon avis, qu'est-ce que je peux faire? Si la réponse est de dire prenez moins de bains et plus de douches, ou que sais-je encore, ce genre de truc, il faut le dire. Alors d'autres peuvent interpréter en disant on n'a plus le droit de prendre le bain, c'est terrible. Non, c'est pas complètement ce qu'on dit. On dit il faut donner aussi des. Prenez moins l'avion. Oui. On ne peut plus prendre l'avion. Je crois qu'en plus, il faut être lucide sur la réalité. Il va bien falloir changer le mode de vie. Alors, c'est pas forcément drôle. Je crois que en face de ces impératifs auxquels on peut échapper, peut-être faut-il faire des propositions de bonheur, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. La santé, le lien avec l'autre, la découverte, une économie nouvelle, bien d'autres choses. Mais pour autant, oui, il y a de l'écologie punitive. Oui, arrêtez nos conneries. On va essayer de réparer le micro en passant. Non, mais j'ai un doute. On va peut-être prendre une deuxième question pour vous laisser ensuite réagir. Deux, parce que Brigitte, 3, j'arriverai pas à m'en souvenir. 2, ça sera très bien. Ça marche le micro? Non. Attendez, celui-là marche. Merci à lui. Non, il est d'accord. Parfait, Juste en complément peut-être des éléments évoqués par l'instant, ce point que vous évoquiez, le fait que la prise en compte, en effet, de la solidarité de ces inégalités ne peut pas, ne semble pas être compatible, d'après votre exposé, avec le fait qu'il y ait une primauté ou une affirmation des mesures à prendre face au changement climatique, de façon à articuler ce sujet-là que certains appellent comme prioritaire. Il vous semblerait que ce n'est pas compatible avec la notion de lutte face aux inégalités. En tout cas, le fait que ce soit prioritaire et que ça puisse primer. Ne serait-il pas tout de même intéressant de regarder comment cette question du changement climatique qui s'accélère, comment cette question impacte elle-même l'accélération des inégalités. Et que en luttant, peut-être en primauté, parce qu'il y a l'urgence climatique, en luttant sur ce sujet-là, avec une sorte d'affichage de priorité, on tente aussi de réduire les inégalités, parce qu'il y a des inégalités dans nos sociétés, effectivement, déjà, je dirais, aisées ou développées, mais il y a aussi toutes les autres inégalités dans les territoires qui sont en train de pâtir de l'absence de possibilité de progrès
compte tenu du changement climatique, compte tenu en effet de ces catastrophes liées à la sécheresse, liées à l'ensemble des phénomènes extrêmes climatiques qui entraînent des horreurs sur des populations, et donc le changement climatique prime probablement pour aider ça. Alors, moi, c'est ce point qui me paraît intéressant dans ce lien entre climat et inégalité, où si effectivement on lutte face au changement climatique en primauté, on tient la barre pour lutter aussi contre de très fortes inégalités et en tout cas la accélération. Alors, j'entends bien, je ne suis pas en train de dire qu'on a découvert la relation. Hein. Je dis simplement que ça devient un sujet important à cause de cette locomotive jaune qui est apparue dans le paysage. Sauf que pour répondre ou réagir à ce que tu as fait comme remarque, il serait intéressant de mesurer, je vais employer un terme qui risque de te faire bondir, mais l'échec qu'il y a eu derrière ces grandes mobilisations, ces grands mouvements, parce que 92, effectivement, on se met de la terre, on parle enfin de la biodiversité, ça devient enfin une sorte de question, parce que globalement tout le monde s'en foutait jusqu'alors, mais globalement ça a bien changé après. Et d'ailleurs il serait intéressant, je vais faire un aparté là-dedans, de s'interroger pourquoi le sujet climat attire plus d'attention que le sujet de biodiversité. Alors moi je suis vraiment... Moi j'ai une hypothèse, vraiment c'est une hypothèse de travail. Je travaille là-dessus justement, donc je ne peux pas t'en dire plus, mais quand tu vois la carte de répartition de la biodiversité sur Terre, elle est essentiellement dans les pays pauvres. Tandis que le climat peut impacter directement les habitants des pays riches, et notamment les plus riches des pays riches. C'est-à-dire que la perception, à tort ou à raison, de ces deux questions, en fonction de sa classe sociale, diffère. Et l'un des arguments pour me faire penser ça, c'est des recherches que j'avais faites. Par exemple, on sait que la recherche biomédicale sur certaines pathologies infectieuses connaît un bond en avant sous certaines conditions sociales. Si tu prends les publications sur la fièvre du Nil occidental ou la fièvre Ebola, on voit une sorte de plateau, ces publications sont relativement homogènes, et un bond en avant vertigineux, c'est exponentiel, au moment où le premier Américain est touché. Et là, clairement, on voit qu'il y a une question, effectivement, de qui est touché. Qui est touché. Et moi, il me semble que la vision que l'on a de l'effondrement de la biodiversité, c'est lointain et distant, parce qu'on peut se dire, voilà. En plus, là, je suis tombé sur un truc qui m'a complètement sidéré, c'est des croisières, 12 000 € la place, pour aller voir les merveilles du pôle Sud. Et c'est encadré par des scientifiques qui expliquent à ce personne quand même, 12 000 €, c'est n'importe qui, pour expliquer qu'effectivement, vous voyez, là, le pôle Sud, là, vous en voyez de moins en moins, parce que les classes sont en train de fondre, la biodiversité est en train de disparaître, etc. Je connais même des gens qui écrivent des livres en disant la sauvegarde de la biodiversité est essentielle. Moi, je trouve ça fascinant. Grosso modo, on emporte des gens qui sont directement, qui doivent leur fortune probablement à la production du dérèglement climatique, voire les conséquences du dérèglement climatique. Ça en dit long sur la mentalité. Et encore une fois, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire quand on dit, et ça me permet d'aborder cette deuxième partie de question, quand on parle effectivement de pauvreté ou d'inégalité, en disant, si quand même, parce qu'en traitant du dérèglement climatique, ça va apporter une réponse aux inégalités. Moi, je ne sais pas comment.
moi personnellement, je ne vois pas la relation que vous avez faite. Taxer par exemple le carburant des avions, en quoi ça va réellement, concrètement, servir à la réduction des inégalités? S'il n'y a pas derrière une politique redistributive, s'il n'y a pas d'autres choses qui se mettent en place, les mesures en faveur du climat pourraient très bien n'avoir aucune action en matière d'environnement. On peut très bien imaginer une biodiversité super sauvegardée avec des populations dans une super pauvreté. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre, c'est pas magique la relation. Elle ne peut s'exprimer que lorsqu'on met en place des procédures qui restent largement à déterminer parce qu'on est dans une situation effectivement nouvelle pour plein de raisons, de savoir comment on fait. Comment par exemple, parce que ça c'est l'un des paradoxes de notre situation, on est censé régler des problèmes très largement internationaux alors qu'une partie des acteurs, notamment étatiques, sont des dictatures. Comment on... Alors, les relations, d'ailleurs paradoxalement, dans le commerce, les relations avec les dictatures n'ont jamais été un problème. On peut acheter du pétrole au pire régime sanguinaire, ça ne pose strictement aucune difficulté pour personne. Mais dans les questions d'environnement, y compris climatique, ça me paraît quand même assez compliqué, parce qu'on exige la sauvegarde d'un bien commun à des structures politiques qui n'ont aucun intérêt, manifestement, du bien commun. Leur bien à eux, oui, en tant que tyrannie, mais du bien commun, certainement pas. À la fin de la COP21, on a dit, attendez, ça va tout changer, vous allez voir, les entreprises sont vachement sensibles à ça. Attendez, c'est les entreprises qui sont, les grands groupes qui sont responsables de ça, responsables de l'exploitation de la planète. Encore une fois, parler juste. La question de la pauvreté, c'est pas quand même que les pauvres, c'est aussi les riches. C'est aussi une organisation sociale qui favorise ces inégalités sociales. Lorsque, encore une fois, toute la croissance économique américaine bénéficie à 10%, c'est pas un accident, c'est pas un hasard, c'est pas ah tiens, voilà. Non, ça a été construit délibérément. Donc c'est à partir des années fin des années 70, alors que le Parti républicain aux États-Unis était favorable à une législation pour empêcher le réchauffement climatique, ils ont, en fait, le Parti républicain a complètement changé de nature et s'est tourné vers un hyper-libéralisme matiné d'extrême droite. Les modifications politiques ont été faites délibérément dans le but de détruire la protection sociale et de détruire toute la législation des États-Unis qui est à l'avant-garde de cette question-là, à cette époque-là, les législations environnementales. On ne peut pas simplement dire on va faire des mesures qui protègent le climat et vous verrez, par ruissellement, ça va protéger également les plus pauvres. C'est pas possible. Mais en fait, aucune question. Je suis d'accord avec vous, alors si c'était votre... En fait, c'est même pas un lien, c'est que c'est la même question. C'est-à-dire la même question qui a une conséquence environnementale et une conséquence en termes d'inégalité sociale. Mais c'est la même question, c'est les mêmes démarches, c'est les mêmes politiques. Alors que très souvent, l'accession du kérosène en est un exemple, on fait des mesures, et je comprends bien aussi la difficulté qu'il y a dans un système politique complexe, qu'est-ce que c'est que de prendre des mesures, je comprends tout à fait aussi les contraintes qu'il y a. Mais quand même, quelque part, c'est interroger juste les mesures techniques, sans interroger après sur ce que ça a comme conséquence. Je vais prendre un exemple. Le passage de la voiture thermique à la voiture électrique représente 15 000 licenciements dans les filières de construction automobile en France. Pourquoi? Parce qu'il faut 40% de pièces en moins pour fabriquer une voiture électrique. Parce que si vous connaissez un peu les moteurs, vous savez bien qu'il y a plein de pièces mécaniques qui s'articulent pour faire avancer une voiture grâce à du pétrole.
Si on remplace par un moteur électrique, 40% de pièces en moins, 40% de licenciements, enfin globalement, y compris dans les filières. Ça veut dire aussi que des régions entières vont être sinistrées. On ne peut pas envisager cette transition, justement, sans se dire qu'il va y avoir un big bang absolument considérable en termes d'emploi, de vie humaine, de régions. Enfin, il y a des régions entières qui ne se sont jamais relevées de la fin de la sidérurgie, de la fin du textile, de la fin des mines. Et je pense que l'un des acteurs le plus essentiel aujourd'hui dans ces questions-là, c'est l'acteur syndical. Il faut que le syndicalisme soit revivifié autour de ces questions-là. Il y a des choses extrêmement innovantes qui ont été faites chez Vinci. Je ne sais pas si j'ai le temps de rajouter quelques minutes là-dessus. Vinci était un acteur de Notre-Dame-des-Landes. Un jour, responsable syndicat du syndicat CGT voit un piquet de zadistes en face du site industriel où il travaillait. Il traverse la rue, il rencontre les zadistes, il discute avec eux, il trouve ça intéressant, les zadistes l'invitent, il va à Notre-Dame-des-Landes un week-end, il trouve ça passionnant, il loue un bus, il met des délégués CGT de l'établissement Vinci et pour les emmener à la ZAD, pour leur faire découvrir la ZAD. Et à la suite de ça, la CGT Vinci s'est opposée à la construction de Notre-Dame-des-Landes en interne, en disant on ne participera pas au travail. Ça va loin. Et alors certes, c'est vraiment quelque chose qui à l'époque d'ailleurs est pratiquement passé inaperçu, c'est maintenant qu'on est en train de retrouver, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a des ponts qui peuvent se faire. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est lorsqu'ils ont appelé les adhérents au parti, au syndicat, de donner leur avis, savoir s'ils devaient ou pas s'opposer à la ZAD. Ça a été unanime. Tout le monde, alors qu'ils savaient bien qu'il y avait des emplois potentiels qui pouvaient être créés, ça a été unanime. Tous les syndiqués CGT de Vinci ont refusé, enfin, on dit qu'ils n'allaient pas participer à la construction de l'aéroport de Notre-Dame. Là, on se dit, ouais, là, il y a des choses à faire. Et vous voyez, mais c'est sans doute sur des terrains sur lesquels on n'a pas l'habitude, d'explorer. Merci. Alors, il y a au moins 2 ou 3 questions, donc on va prendre les trois questions que vous avez là. Enfin, c'est peut-être plus approfondi qu'une question. Enfin, moi, je trouve que vous êtes un petit peu, vous sous-estimez quand même l'émergence de la question des inégalités et des inégalités environnementales. Disons que le problème, il est posé déjà depuis au moins 30-40 ans, aux États-Unis d'abord, disons, en tant qu'inégalité environnementale, si vous voulez. Bon, il arrive en France, disons déjà dans les années 2000, on peut dire, déjà de façon quand même relativement sérieuse. Maintenant, la pénétration, disons, dans le monde politique, disons, c'est peut-être autre chose, et c'est quand même, de ce point de vue-là, c'est extrêmement compliqué. C'est très très délicat, parce que on n'a pas de, comment dire, on est dans une situation dans laquelle on n'a pas vraiment de déterminant, comment dire, clair, précis, net. Tout est intriqué, tout est mélangé, si vous voulez. Et c'est là où il est extrêmement difficile à gérer. Et je ne vais pas rentrer trop dans les ingrédients, mais c'est quand même, il y a un problème très spécifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'une certaine façon, dissocier l'environnement et le social et l'économique. Tout ça fonctionne ensemble, si vous voulez. On peut, les inégalités, elles ont une histoire de 10 000 ans, au minimum. Elles arrivent avec le néolithique. Avec la néolithisation, les premières sociétés agricoles sont déjà les sociétés qui sont les sociétés inégalitaires, si vous voulez. Toute l'histoire humaine, depuis 10 000 ans, est l'histoire des inégalités, si vous voulez. Je ne veux pas faire un commentaire marxiste. Il y a un commentaire simplement objectif qui permet de comprendre qu'il y a une intrication très forte entre l'usage de l'environnement, les sociétés, l'économie, les modes de production et le politique, l'organisation du pouvoir, les phénomènes de domination, etc. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on ne peut pas se satisfaire d'une vision cosmétique de l'environnement. Il faut voir l'ampleur historique, culturelle, technologique, économique, disons, de ces problématiques et leur lien intrinsèque historiquement, si vous voulez. Alors, de ce point de vue-là, quand on arrive à la question du climat,
il faut la citer dans cette logique-là. Le climat, c'est évidemment lié au développement techno-industriel des pays qui sont justement, le développement industriel qui a permis justement cette fantastique croissance, disons, d'un certain nombre de pays, alors que tout un ensemble d'autres pays ne connaissaient pas la même croissance, y compris la question de la Chine, si vous voulez. Donc, la question climatique, la question des inégalités est au cœur de la question climatique, si vous voulez. Elle n'est pas superficielle, elle n'arrive pas par hasard. Elle est intrinsèquement liée à un mode de développement qui a pu utiliser des énergies tout à fait spécifiques et qui a permis un développement aussi économique, social, un bien-être aussi tout à fait considérable, etc. Donc, il faut voir l'ensemble de ces composantes, si vous voulez, ensemble, on ne peut pas simplement, on peut pas les séparer, disons, arbitrairement, si vous voulez. Et ça implique, évidemment, sur le plan de la réflexion, sur le plan des raisonnements, sur le plan des stratégies politiques, etc., évidemment, des approches tout à fait, comment dire, qui demandent à être pensées très, très soigneusement, parce qu'on ne peut pas se satisfaire du cloisonnement, de ce demi simple entre ça est bon, ça n'est pas bon, etc. Juste un commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur le climat. Sur le catastrophisme, pourquoi le catastrophisme fonctionne? Le catastrophisme fonctionne simplement comme impératif catégorique. C'est-à-dire que là où on n'a pas de valeur morale, le catastrophisme vient dire si on a quelque part une dimension qui s'impose à toutes les autres, etc. C'est pas plus que ça. Et c'est un phénomène qui est tout à fait, on va dire, qui est très facilement, d'une part, très facilement analysable, psychologiquement très facilement compréhensible, et évidemment, ça ressort en même temps tout à fait erroné, tout à fait faux par rapport à la complexité que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Alors, à côté et derrière. Peut-être une toute petite remarque, il me semble qu'une des difficultés qu'on a avec ces histoires de taxation n'est pas tellement liée à tous ces débats sur la primauté ou pas des mesures climatiques par rapport aux mesures sociales. Bien évidemment, il y a une dimension sociale tout à fait déterminante dans le rejet de la mesure, mais il me semble que la grande difficulté de cette mesure, c'est que c'est une mesure de prévention et que la prévention est toujours très difficile à comprendre. Ce qui est facile à comprendre, c'est que le climat va avoir des effets dramatiques sur les sociétés humaines, et les pauvres avant les riches. Mais ça, on comprend. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? C'est beaucoup plus compliqué parce que le lien entre le fait de prendre sa voiture ou son avion et puis les conséquences climatiques des populations en bord de mer dans 30 ans, il n'est pas du tout évident. Voilà. Donc, je crois qu'il y a ces difficultés-là qu'il faut garder en tête quand on parle des politiques. Alors, je voudrais par ailleurs faire vous poser une question, mais en même temps, c'est une remarque. J'ai quand même l'impression que la question sociale, évidemment, elle dure depuis très longtemps, comme ça vient d'être dit. Elle va encore durer très longtemps parce que personne n'a trouvé la manière de régler la question sociale. Il y a des essais qui n'ont pas été très fructueux et on la traîne encore pendant, à mon avis, assez longtemps. Donc la question des inégalités, elle est toujours présente dans l'organisation des sociétés humaines et quoi qu'on fasse, qu'on lutte contre le changement climatique, qu'on ait des politiques de santé, qu'on ait d'autres politiques, on aura toujours cette question sociale qui sera présente. La vraie différence, me semble-t-il, entre aujourd'hui et il y a, mettons, un siècle ou un siècle et demi, c'est vraiment une question d'échelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des sociétés humaines mondialisées qui sont en train d'avoir un effet sur la planète qui est d'une échelle jamais vue, avec des menaces à la clé qui sont, de par leur échelle, tout à fait nouvelles. Et donc, on ne peut pas, je dirais, continuer à faire comme avant et à traiter ce sujet parmi d'autres comme si c'était le sujet de tous les jours depuis très longtemps. C'est un sujet nouveau qui appelle, me semble-t-il, des changements beaucoup plus conséquents dans la façon de voir le développement, la façon que les sociétés humaines ont de se projeter dans l'avenir. Vous parliez de catastrophisme, mais le catastrophisme, c'est quand même... il y a toujours eu des catastrophismes, mais le catastrophisme écologique aujourd'hui, bien sûr, il a beaucoup de défauts parce qu'il y a beaucoup d'anneries qui peuvent se dire, probablement, mais aussi il est le reflet d'une certaine prise de conscience qu'on est face à des problèmes radicalement nouveaux, et par leur échelle, qui est d'ailleurs une échelle planétaire. Et quand vous parliez
des cercles de la solidarité. Le cercle de la solidarité autour du climat ou autour de la biodiversité, c'est désormais nécessairement un cercle planétaire. Voilà. Et ça aussi, c'est un sujet nouveau, parce que quand vous parliez de délocalisation d'emplois, on peut dire sur le véhicule électrique, il y a des Chinois qui vont fabriquer les batteries, et il y a moins d'emplois en France, d'accord? Mais où est le cercle de nos solidarités? C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un village mondial où effectivement il y a des problèmes de transfert, de beaucoup de choses, et ça exige, je pense, de repenser les solidarités et repenser les politiques et les questions d'égalité dans un contexte mondial. Merci beaucoup. Donc derrière Jean-Luc. Également, je m'associe comme tout le monde à vous remercier. Je suis très sensible à ce que vous avez dit, mais en tant que représentant d'un grand groupe franchement engagé dans le développement durable, et notamment vous avez cité le véhicule électrique et hybride, je me permettrai d'apporter quelques correctifs. Premièrement, je suis d'accord avec ce que vous avez cité sur les emplois, mais dans un monde quand même où l'entreprise a le choix de choisir ses stratégies, il y a également des entreprises qui font des bons choix et d'autres qui en font des mauvais. Et un certain nombre... Alors je sais qu'en France, il y a cette complicité un petit peu coupable de l'État qui a tellement sursubventionné et surpoussé sur le diesel, et qu'un certain nombre d'entreprises et de filières, y compris les deux constructeurs, c'était assez difficile. Néanmoins, je veux dire, il y a quand même toujours cette liberté stratégique de sentir venir la réglementation, et en tout cas de pousser pour une électrification progressive, ce à quoi a cru mon groupe. Et on a particulièrement mitigé, on a un groupe qui embauche, emploie énormément de cadres, où les salaires minimums sont extrêmement élevés. Et un contre-exemple par rapport aux syndicats, c'est que par exemple, dans l'une de nos usines où on faisait changer une production vers quelque chose d'infiniment plus vertueux écologiquement, uniquement parce que c'était un nouveau produit, bizarrement les syndicats se sont bloqués. Donc, parfois, il y a quand même aussi, moi je veux en venir à mon point sur l'éducation à l'écologie. Et pour reprendre ce que vient de dire juste le dernier intervenant sur les questions d'échelle, je suis d'accord avec votre principe et votre thèse sur l'importance des disparités sociales par rapport à la question climatique. Mais moi, je constate que dans les grands pays pollueurs, en dimension de la France, franchement, est un petit grain de sel, mais si on se compare par rapport à la Chine, l'Inde et les États-Unis, moi, je travaille beaucoup avec les trois pays, et je suis quand même très étonné de constater que un personnage politique comme Modi en Inde, dont on sait que, sauf énorme surprise, il risque fortement d'être élu, avec le même enthousiasme de la fois, on ne peut franchement pas le targuer d'être particulièrement à gauche ou particulièrement sensible à l'écologie. Et bien pourtant, au bout de 50 ans de domination du parti du Congrès, soi-disant plus proche des classes pauvres, force est de constater qu'il a inscrit dans l'éducation indienne à l'écologie un acquis nouveau qui est très intéressant. On commence au rapprochement de l'éducation sur l'hygiène. Et quand vous allez dans les villes où je vais en Inde, ce ne sont pas les endroits où on est touriste, mais là où on a des usines, là où on est capable nous-mêmes de fournir des pièces électriques pour les premiers véhicules indiens qui vont compter, c'est-à-dire ceux qui se vendent par 40 millions par an, c'est-à-dire les tuk-tuk. On va passer de l'échelle thermique à l'échelle hybride électrique, où on vend des pièces à 2 € en rupie. Eh bien, je me dis, c'est quand même étonnant que sous sa mandature, il a placé cette hygiène, cette éducation à l'écologie en premier. Lui qui était plutôt un gouverneur du Gujarat de manière assez étonnante, pas du tout à gauche, a réussi. Et à côté, comment expliquer que sous Trump, dont on sait très bien que franchement il se fiche complètement de l'écologie, toute une classe défavorisée, pauvre, américaine, a complètement abandonné ce souci de l'écologie qui est devenu un mantra, franchement, des bobos américains qui vivent dans les grandes villes, dans les grands lacs et dans les deux côtes. Et c'est démographiquement, on voit bien qu'ils ne font pas le poids, parce qu'on risque à une réélection d'un gouvernement américain
qui lui est franchement pas agroécologique. Donc pour moi, il y a aussi quand même cette éducation à l'écologie qui est gravissime et qui dépasse quand même uniquement le clivage, je dirais, des pauvres. Parce que même les classes les plus défavorisées des États-Unis ont quand même un accès à la culture, à une éducation qui est nettement plus supérieure à des gens qui sont encore en phase d'alphabétisation en Inde. Oui, c'est vaste. Tout d'abord, il ne faut pas être naïf. La pauvreté n'est pas une qualité, c'est un état. Donc, historiquement, on a eu des mouvements, par exemple, dans les pays occidentaux, ouvriers et réactionnaires, et de droite, nationalistes. C'est pas parce que le mouvement ouvrier n'était pas nécessairement socialiste et progressiste. Le nazisme est national-socialiste. Oui, alors le rattachement social est un peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Oui, enfin, après il y a l'emploi du mot. Là, on parlait de composition sociale. Non, c'est que évidemment, les questions ne sont pas simples, ça c'est clair. En Australie, par exemple, alors que les mobilisations lycéennes sont les plus importantes de la planète, en faveur du climat, les conservateurs ont été largement réélus. Donc c'est sur un programme franchement très climato-sceptique. Donc les choses sont bourrées de contradictions. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été la situation. Vous parlez d'éducation, vous parlez de je ne sais plus l'expression que vous avez utilisée, mais en quelque sorte de contrôle social d'un problème. On peut penser à la difficulté qu'il y a pour faire adhérer une population, par exemple, à des mesures d'hygiène, à des mesures de respect, à la sécurité au travail, par exemple. On sait bien quand on travaille sur les accidents du travail, que si, on va dire, pour faire très simple, en France, la moitié des accidents sont imputables aux responsables des entreprises qui ne font pas appliquer les règlements, il y a une grosse moitié qui est applicable aux employés eux-mêmes qui ne veulent pas respecter les consignes de sécurité qui les protègent. On sait bien par exemple que le dossier de l'amiante, les chantiers navals militaires ont été très peu touchés par l'amiante parce que c'était une direction militaire, il fallait un masque qu'on utilisait pour la ligne. Dans les chantiers civils, c'était beaucoup plus perméable. Et l'une des causes, c'est les ouvriers eux-mêmes qui ne voyaient pas l'intérêt. Il y avait des phénomènes de cravache un peu en disant moi je ne peux pas porter de masque, c'est compliqué. C'est très compliqué. Faut-il rappeler qu'on a été obligé de faire venir de la troupe en Belgique, par exemple, au XIXe siècle, pour certaines campagnes de vaccination contre la variole. C'est très compliqué. Parce qu'on n'est pas on n'est pas avec une humanité qui est rationnelle. D'ailleurs, ça éclaire quand même les limites de l'idée d'éducation. Parce que si l'éducation suffisait, ça se saurait, quoi. L'éducation est devenue un mantra pour tout et n'importe quoi. Dès qu'on a un problème, on va faire de l'éducation. Il y a du racisme, du sexisme, l'éducation. Comme si, c'est une vision quand même assez dégradée des êtres humains qu'on pense être totalement reprogrammable en fonction de sa vision des choses. C'est quand même assez hallucinant. Et tout le problème, c'est de gérer effectivement des situations qui sont complexes et contradictoires. Et dans ces situations complexes et contradictoires, il y a quelque chose qu'on a assez peu, je pense, étudié. Encore une fois, comment dire, lorsque je dis qu'il faut rattacher les questions d'environnement et de solidarité ou d'égalité, je ne dis pas que je viens de découvrir ça, je sais bien qu'il y a des longues traditions de réflexion autour de ces questions. Et d'ailleurs, ça interroge ces questions de nouveauté dont vous parlez, c'est-à-dire les questions d'échelle en font des problèmes relativement nouveaux. Sauf que les conséquences
de cette amplification des problèmes environnementaux, est-ce que ça pose réellement des problématiques si nouvelles que ça? C'est comment se gère la démocratie, comment se gère l'expression des gens, l'intégration des gens. C'est comment se gèrent les rapports de solidarité. Si on repart dans des pratiques qui étaient faites autrefois, c'est au XIXe siècle, il y a énormément de choses qui ont été faites. Là où je m'interroge, c'est cette référence à la nouveauté de quoi? J'entends bien le côté ampleur. Si on regarde les questions climatiques, la biodiversité, on est face à des enjeux qu'on a effectivement qui sont nouveaux. Mais en quoi les conséquences sociales de ces questions environnementales sont véritablement nouvelles? L'échelle est planétaire. Le social au niveau planétaire, l'échelle est planétaire. Oui, mais alors, là aussi, oui, mais l'échelle planétaire, c'est déjà... Enfin, ça fait longtemps que c'est déjà le cas. Je veux dire que toute l'économie occidentale qui s'est forgée sur le colonialisme, qui démarre à la Renaissance, c'est déjà une échelle planétaire. Certes, l'intensité des échanges ne sont pas les mêmes, j'entends bien, mais j'ai l'impression que la magnitude change la nature des questions qu'on peut, des problématiques que ça suscite. Et ça, c'est quelque chose que j'interroge. C'est la relation entre solutions nouvelles parce que la magnitude n'est pas la même. Je ne sais pas si c'est vrai. Encore une fois, je n'ai pas une certitude par rapport à ça, mais je ne vois pas en quoi c'est véritablement nouveau. Pardonnez-moi, mais pour compléter cette notion d'échelle planétaire, on n'a pas utilisé un mot aujourd'hui d'entreprise qui est, par exemple, la question des GAFA. On voit bien que quand on parle d'échelle planétaire et quand on voit le type de solutions qui pourraient être trouvées en enjeu, on a effectivement ce sujet du lien entre l'impact climatique et les inégalités qu'il peut entraîner, dès lors que, bien sûr, qu'il faut agir face aux enjeux climatiques, mais si on ne le fait pas avec une vision écosystémique globale, et en effet, en tenant compte absolument de façon intrinsèque des inégalités que cette lutte-là peut entraîner, bien entendu, ce lien, il peut être encore renforcé, et dans le mauvais sens, si on les oppose, ces deux combats. Donc, la solution, c'est de bien penser sans doute les choses, tant du point de vue des stratégies politiques à l'échelle des pays, et de maximum de pays dans le monde, donc ce multilatéralisme, cette question d'essayer d'embarquer les acteurs avec la vision mondiale d'une société, si possible, qui s'accorde sur des caps communs et des biens communs. Donc ça, c'est bien la question du multilatéralisme, c'est ce que tente de continuer à faire les Nations Unies. Et pour autant, avoir aussi des possibilités de spécifier les mesures de façon à ce que l'impact de ces grandes politiques mondiales puisse être les plus efficaces, les mesures soient les plus solides, compte tenu des spécificités de chacune des populations, mais à travers le monde. Donc, on voit bien que si des grandes entreprises ne prennent pas, et c'est ce qu'elles font pour un grand nombre, on en a eu un exemple tout à l'heure, si elles ne prennent pas aussi en main cette vision écosystémique, et si on oppose ce que peuvent faire les entreprises qui, que vous avez évoqué tout à l'heure, serait le diable, ou en tous les cas la pire des choses, alors que peut-être elles apportent aussi parfois des solutions, et souvent aussi parce qu'elles en ont les moyens de développer ces solutions. Et un des sujets, moi, qui me paraîtrait intéressant aujourd'hui, c'est qu'on interpelle encore et davantage comment les grandes entreprises qui sont devenues les GAFA et qui mènent beaucoup de capacités, soit pour manipuler, soit pour réorienter, soit pour aider à l'action, selon les choses qu'on l'interprète. En tout état de cause, on pourrait se dire que là, il y a une créativité à trouver nouvelle et une interpellation nouvelle qui pourrait leur être faite pour que des choses soient faites à l'échelle planétaire. Donc
On va peut-être voir s'il y a d'autres interventions. Oui, vraiment très rapidement, si ça ne vous arrive pas, pour qu'on essaye les 2 interventions, c'est ça, et puis on vous demandera de réagir par quelques mots, et ensuite de formuler les vœux comme prévu. Bonjour, merci beaucoup pour votre éclairage. Je fais le constat au niveau global qu'on est dans un système aujourd'hui capitalistique qui est non redistributif et qui surexploite les ressources, et d'un point de vue individuel, qui est devenu assez individualiste. La moitié de la population vit en ville déconnectée de la nature, on n'est plus en lien avec tout ça. Je voudrais savoir, en tant qu'historienne, est-ce que vous avez étudié les derniers mouvements récents sur ces initiatives collectives, citoyennes, qui visent à peut-être être dans une nouvelle forme de démocratie, une nouvelle forme d'un nouveau projet de société, et qui pour le coup est dans un autre imaginaire par rapport à ce qu'il ne faut pas faire de l'ancien monde, mais dans vraiment créer quelque chose de collectif, d'être en lien, les monnaies locales pour relocaliser l'économie. Je voudrais savoir si vous avez étudié un petit peu ça, ou si c'est vraiment une niche. Merci. Donc, il y a une dernière question rapide, si ça ne vous en est pas. C'est marrant parce que je voulais aborder le même sujet. On n'a pas trop parlé de notre modèle de production. Enfin, on ne l'a pas questionné en tout cas. On n'a pas parlé du fait qu'il était surproductiviste. On n'a même pas posé la question de la croissance non plus. Est-ce qu'on peut continuer à croître économiquement? Est-ce que le modèle capitaliste, c'est des questions qui, je pense, qui peuvent se poser. Et aussi faire le lien avec l'histoire de l'industrialisation et l'histoire de l'usage de nos ressources pour les guerres, par exemple. D'où vient notre monde, les voitures, pourquoi on est passé aux voitures, enfin, je sais pas. Poser ces questions-là, revenir un peu sur la guerre froide, enfin, je sais pas, ouais. En lien avec l'histoire, directement. Merci, tout ça en 3 minutes. Donc merci beaucoup et puis la conversation pourra se prolonger Oui, alors là, c'est en 3 minutes, c'est quand même un calmage, parce que c'est assez large. Alors, réponse rapide, je suis historienne, alors je me méfie beaucoup des décryptages à chaud de l'actualité, parce que je sais qu'immanquablement, on va dire des bêtises, il faut avoir du recul, je pense. Qu'il y a aussi une propension très forte à s'estimer être dans un mouvement absolument merveilleux, génial, parce qu'on est en train de le vivre. Et qu'il y a une sorte de survalorisation de ce qu'on est en train de faire parce qu'on est en train de le faire. Je ne dis pas que c'est pas important, hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de... Mais simplement, c'est un peu délicat. J'ai l'avantage d'être un peu vieille et donc d'avoir déjà vécu cette situation-là. Et je sais bien que c'est une situation qui se répète inlassablement. Et puis il y a l'impression de groupe, parce que là on se retrouve 1000 à un moment, on se dit ouais super, là les choses changent, parce qu'avant on était pas mieux. Sauf que 1000 c'est rien. Quand à l'issue des grandes manifs qui ont suivi l'émission de Nicolas Hulot, on a dit ouais, première fois autant de gens à Paris qui manifestaient contre le climat, mais c'est rien. Quand on regarde les chiffres, c'est que dalle. Quand on regarde les chiffres par rapport aux mobilisations de la loi travail, manifestations contre l'égalité des droits, c'est des manifestations qui ont rassemblé beaucoup plus de monde. Elles n'ont pas pourtant abouti. Donc le problème de juger un événement, quelque chose qui est en train de se passer en disant voilà, là vraiment, c'est quelque chose, méfiez-vous de l'effet de groupe, méfiez-vous. Et puis, alors à travers votre question qui est assez polyvalente quand même, je pense qu'il y a une dimension qui est absolument importante et qu'on aborde quasiment jamais, et ça c'est un tort, une part héritée du catastrophisme, on n'envisage jamais pourquoi le système, on va dire, du capitalisme, de l'économie de marché, est résilient à ce point-là. Si vous prenez les textes historiques, c'est fascinant. Ça fait 2 siècles qu'on critique le capitalisme, ça fait 2 siècles que l'on dit de façon répétée, année après année, bah attendez, c'est un système tellement aberrant, qu'il y a tellement des tares dans tous les coins, il va s'écrouler demain. Enfin, inévitablement, il va s'écrouler. Il ne s'écroule pas. Et il est attractif. Il est non seulement attractif, mais il est résilient. C'est un système d'une résilience absolument incroyable. Vous prenez Huawei, par exemple, c'est un système parfaitement capitaliste qui a une structure
structure totalement différente des entreprises par ailleurs. Toute la structure hiérarchique de Huawei est inspirée du Parti communiste chinois. Par exemple, le nombre de dirigeants, la façon d'être élu, les écoles internes qui forment, c'est exactement une copie, mais d'une entreprise industrielle et capitaliste. C'est absolument fascinant. Et je trouve qu'on a très peu d'éléments d'analyse pourquoi la consommation, la production est attractif. Par exemple, et je pense que le mot industriel brouille énormément les cartes. Je vais vous prendre un exemple, là aussi rapide, parce qu'il doit me rester 12 secondes. On parle souvent d'agriculture industrielle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Est-ce que l'agriculture industrielle est néfaste parce qu'elle est industrielle? Parce qu'elle a ce type de façon de produire? Ou est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce que c'est pas parce que c'est une agriculture spéculative? J'emploie ce terme à dessein parce que ça a été proposé en quelque sorte par Élisée Reclus lorsqu'il a analysé l'émergence de cette agriculture moderne aux États-Unis dans la dernière partie du 19e. Il parle d'agriculture spéculative. Et c'est beaucoup plus un modèle spéculatif. Produire un maximum d'argent dans un minimum de main. C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus un projet qui n'est pas caractérisé par la technicité, mais plus par la répartition des profits au sein de la société. Non, on ne prend pas le débat. Et l'un des difficultés, c'est qu'on a tendance à surdéterminer la technicité et de sous-déterminer les intérêts égoïstes. Et je vous invite vraiment à lire toute une série d'auteurs qui interrogent la rationalité des acteurs et qui interrogent, je pense à Mandeville, je pense à Veblen, que je présente dans mon livre, qui interrogent justement la dimension individuelle, l'intérêt égoïste, le vice, c'est l'expression de Veblen, qui pilote ça. Et ça, je pense que c'est des éléments qui doivent nous interpeller parce qu'encore une fois, on n'est pas forcément face à des acteurs rationnels pilotés par la raison. C'est pour ça que l'éducation, moi je veux bien, mais les électeurs de Trump ne votent pas par manque d'éducation de Donald Trump. De même que les électeurs du Front National. C'est pas vrai, c'est pas un manque d'éducation, c'est une question de valeur. C'est vraiment une question de valeur. Et c'est bien là le problème. Très bien. On pourrait multiplier les exemples, mais c'est vraiment important de casser les mots d'explication relativement tout ça. Merci. Il reste à conclure sur vos 3 vœux. Premier vœu, alors plus facile, hein, les 3, je n'ai pas été très satisfaite quand j'ai vu l'arrivée de votre dispositif. Alors, premier vœu citoyen, c'est quand même le plus facile, c'est s'investir dans la vie sociale, s'investir dans la vie politique. Effectivement, ce qu'il y a de bien, je reviens sur les gilets jaunes, ce qu'il y a de bien, c'est que moi j'adore ces témoignages de gens qui me disent mais depuis, ma vie a été transformée, j'ai été manifestée, j'ai trouvé des contacts que je n'avais jamais eus, ma vie a été transformée. Et ça, vraiment, investir, agir directement, c'est le plus essentiel. Et agir sans doute des espaces qui restent à créer, recréer par exemple le principe des maisons du peuple, pour qu'effectivement il y ait des lieux de discussion, d'échange. Parce que quand on voit par exemple la répartition sociale des mouvements de lycéens et d'étudiants en faveur du climat, les classes les plus pauvres qui sont totalement absentes. Il faut rétablir ce genre de choses, des lieux, des espaces où on puisse échanger. À Macron, alors là, c'est quand même assez difficile parce que de toute façon, comme il n'a absolument rien à faire de ce qu'on peut lui dire, je pense que ne serviront à rien. Du coup, j'ai envie de quasiment passer mon tour parce que Macron illustre bien qu'il n'est pas possible de parler avec quelqu'un qui ne veut pas parler. Et que le problème, sans doute, et qui est un des problèmes essentiels, du coup, c'est pas un vœu, mais une remarque, c'est qu'il faut apprendre aussi à négocier sur des projets collectifs. C'est-à-dire, c'est apprendre à se mettre d'accord sur un projet et faire fi de nos oppositions. Bien sûr, pas toutes les différences, pas de vous associer forcément demain avec l'extrême droite, mais de comprendre qu'effectivement, pour faire avancer les choses, il faut savoir faire des compromis, arriver à s'entendre sur quelque chose de commun. Ce que Macron ne pourra pas faire, donc il n'aura pas le droit à nos vœux.
Et l'ONU, c'est quand même un peu un casse-tête parce que je vois bien le contexte extrêmement positif de la Société des Nations, puis de l'ONU, qui correspondent quand même à deux moments assez traumatisants de l'histoire humaine. Sauf que l'ONU fait objectivement plein de choses absolument passionnantes dans certains domaines. Est-ce que c'est un peu comme les réserves naturelles? Est-ce que l'ONU n'est pas la bonne conscience qui permet de faire plein de choses épouvantables ailleurs? Est-ce que les réserves naturelles, c'est un peu une excuse qui permet d'exploiter la nature là où elle n'est pas protégée? Est-ce que l'ONU ne servirait pas à cette fin-là? Donc du coup, faire des vœux à l'ONU pour instaurer une véritable démocratie en son sein, ça serait déjà assez radical. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Valérie Castillon. Merci. Très intéressant. Et je vous rappelle les combats pour la nature disponibles dans toutes les bonnes librairies, donc pour continuer à réfléchir sur tous ces sujets. Merci beaucoup. On ne peut pas encore vous dire le prochain petit déjeuner. Il y a une petite incertitude évidente, mais vous serez tenus au courant, bien sûr. Et merci encore de votre venue. Merci. Merci.